Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Dimanche dernier, des manifestants pro-européens ont tenté de prendre d'assaut le palais présidentiel à Tbilissi en Géorgie. Une semaine avant, et nous l'avions évoqué dans notre dernier épisode, les pro-européens, d'autres pro-européens, ont gagné une élection législative en Moldavie cette fois. À côté, bien sûr, dans l'Ukraine voisine, la guerre perdure. Jusqu'ici, toutes les crises en Europe de l'Est, et peut-être d'ailleurs autre part dans le monde, semblaient porter le sceau de l'État profond américain. Donald Trump s'était engagé à le mettre au pas. Mais alors, y est-il parvenu? Cet État profond contrôle-t-il désormais aussi Bruxelles et l'Union européenne? Alors pour y répondre, je reçois aujourd'hui un auteur qui dénonce la mainmise des néoconservateurs sur cet État profond. Laurent Ozon, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Alors vous avez publié Les néoconservateurs, une élite impériale aux éditions Géopolitique Profonde. Vous expliquez comment, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une mouvance intellectuelle est devenue un réseau de pouvoir pour ensuite asseoir une politique interventionniste, unipolaire et surtout brutale. Nous reviendrons justement sur cette brutalité. Vous expliquez donc les ramifications entre aussi le pouvoir américain et l'État hébreu, et nous allons en parler parce qu'il se passe peut-être un basculement à l'encontre de l'État hébreu aux États-Unis. Nous reviendrons dessus en fin d'émission parce que c'est absolument potentiellement énorme. Mais il nous faut d'abord comprendre votre essai, Laurent Ozon, votre intention, j'ai envie de dire. Quelle était-elle en écrivant, en publiant cet essai? Était-ce de désigner d'une certaine manière l'adversaire? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Il y a une double intention chez moi. La première, c'est effectivement de désigner la menace, désigner l'adversaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'un adversaire, c'est plus précis qu'une menace. Une menace, c'est quelque chose de plus diffus. Et c'est aussi de faire un travail pédagogique, parce que nous sommes globalement dans une période où, depuis maintenant quelques années, une partie large du public, et puis simplement un public spécialisé, commence à s'intéresser au-dessous des cartes, d'une certaine façon. C'est-à-dire, globalement, à ce qui structure les pouvoirs, les décisions qui lui paraissent aberrantes. Vous savez, on a tous eu cette phase d'étonnement, je ne vais pas faire de philosophie à renvoyer à Heidegger, mais il y a un étonnement, je dirais, profond du public devant les décisions qui sont prises, devant l'aberration des comportements, des décisions prises dans tout un tas de domaines. Typiquement, le caractère totalement irrationnel de la politique sur l'Ukraine, dans les relations avec la Russie, dans les invasions en Irak préalablement, bref. Et ce qui naît dans la répétition en fait de ces étonnements, qui se muent parfois en colère, en incrédulité, en colère, c'est aussi un questionnement. Et ce questionnement du public, en fait, l'a amené petit à petit une grosse partie une partie de plus en plus large de la population a commencé à s'intéresser à ce qui structurait en quelque sorte ces décisions, à ce qui pouvait les expliquer au moins rationnellement. Et une fois que vous avez mis de côté, ou vous avez pris en compte les facteurs humains, machin n'est pas content, Sarkozy a des comptes à régler avec Kadhafi, bon bref, vous savez, les histoires dans ce genre-là, il y a tout un tas de gens qui ont commencé à se poser des questions que se posaient les spécialistes depuis longtemps, qui avaient abordé les spécialistes depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui explique cette politique ? Qu'est-ce qui explique notre politique au Liban ? Qu'est-ce qui explique la Libye ? Bon, bref. Qu'est-ce qui explique les 38 millions de réfugiés sur les routes dans des guerres qui ont été lancées par l'État profond américain ? Et donc, simplement pour répondre à votre question, je crois qu'il faut simplement... On est dans la phase où il y a une vraie curiosité, une vraie attention, aujourd'hui maintenant, d'une partie du grand public, je dirais pour comprendre les éléments structurants de ce qui se cache derrière les décisions d'acteurs politiques qui sont manifestement... incompétents, parfois stupides, et en tout cas pas du tout décisionnaires réellement des politiques qu'ils mènent. Et donc les gens veulent comprendre le dessous des cartes. Le bouquin, ce livre, en fait, a une vocation. C'est effectivement, d'attirer l'attention, de susciter le débat, parce que nous sommes encore en prise avec ces gens-là, on va voir pourquoi, mais surtout aussi de fournir, je dirais, une trame narrative claire à des gens qui veulent comprendre ce qui s'est passé finalement et pourquoi on en est arrivé là, pourquoi des décisions absurdes ont été prises, pourquoi des millions de morts, pourquoi on a pu avoir des gens qui nous ont expliqué il y a quelques années que 500 000 gosses morts en Irak, c'était peut-être le prix à payer acceptable pour établir la démocratie en Irak. Vous évoquez la citation de Madeleine Albright voilà. En 95. Mais dans votre essai, vous revenez à un temps que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître. Vous revenez
à l'après-Seconde Guerre mondiale, à plusieurs intellectuels. Je vais les citer rapidement. Les auditeurs pourront se référer à votre livre. Léo Strauss, James Burnham, Irving Kristol. La plupart sont d'anciens trotskistes qui sont devenus plus ou moins de droite. Vous direz peut-être que ce n'est pas le cas. Mais vous ciblez ces trois influences intellectuelles, ces trois, on a envie de dire, les intellectuels organiques, qui ont fait naître le néoconservatisme aux États-Unis. Oui, ça me paraît être... il fallait faire un choix, parce que faire un choix, c'est toujours trancher, éliminer. Donc, effectivement, j'ai identifié ces trois-là, parce que ce sont les trois, pour moi, intellectuels clés qui permettent de comprendre ce qu'est le néoconservatisme. Léo Strauss, d'abord. James Burnham en premier, si je puis dire, d'une certaine façon. C'est celui qui marque la rupture le premier, qui est, lui, par exemple, un catholique, initialement issu d'un milieu catholique, trotskiste, ayant travaillé avec Trotsky, et qui va établir une rupture avec Léon Trotsky à partir des années 40, avec un livre qui va frapper le monde entier, qui va être traduit en France très rapidement par Calmin Lévy et sous la direction de Raymond Aron en France, préfacé par Léon Blum à l'époque. Et donc ce livre, c'est un livre qui dit, en gros, pour faire très simple, parce qu'il faut être un peu simple, qui dit en gros, le monde n'est pas aux prises avec un conflit entre les projets de dictature du prolétariat, c'est-à-dire, et les forces capitalistes. Le monde est aux prises avec des technocraties multinationales, transnationales. La technocratie nazie, on est en 1941-42, la technocratie nazie, la technocratie soviétique et la technocratie américaine. Et James Burnham, en faisant ce changement radical de logiciel d'analyse, va sortir en fait effectivement du marxisme, et du trotskisme évidemment, mais du marxisme, et va commencer, je dirais, préparer le pivot d'une partie de ce qui allait devenir plus tard les néoconservateurs. Mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui ont contribué à faire des néoconservateurs ce qu'ils sont devenus. Les guerres principalement. Vous pointez les circonstances exceptionnelles de la guerre du Vietnam et puis de la guerre des 6 jours. Donc on est là cette fois, nous sommes dans les années 60, fin des années 60. Les trotskistes sont devenus néoconservateurs par la guerre, si je vous comprends bien. Oui, la première rupture, c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le début de ce qu'on a appelé la guerre froide. Ou la guerre froide qui est une guerre mondiale, qui est une guerre froide mondiale, souvent par proxy, par pays interposés, forces politiques interposées, et où on a là des gens qui globalement vont progressivement s'apercevoir que l'Union soviétique, qui était au départ une dictature des minorités, va devenir de plus en plus, va se re-russifier sous la direction de Staline. Staline, avec la Deuxième Guerre mondiale, va faire remonter de façon par capillarité des élites russes dans le système soviétique, dans l'État soviétique, qui va à nouveau redevenir progressivement un État russe. Alors que c'est au départ un État qui est totalement dérussifié. L'État soviétique post-révolution 1917 est un État qui a perdu ses élites russes, qui a été littéralement saigné de ses élites russes, et où les Russes, qui sont archi-majoritaires dans la population, sont ultra-minoritaires dans la décision. Et donc, les minorités qui ont pris le pouvoir en Russie à ce moment-là sont des minorités juives, baltes, ukrainiennes, géorgiennes, on connaît Staline, etc. Et donc, au départ, il y a un regard positif de ces élites intellectuelles juives, on va dire, sur le phénomène bolchevique et la révolution russe, mais au fur et à mesure de l'avancée de la Deuxième Guerre mondiale, et surtout au fur et à mesure de l'avancée de la prise de contrôle de Staline, de l'État par Staline, il va y avoir une forme d'épuration qui va se mettre en place, qui va culminer avec le complot des blouses blanches, qui va laisser penser à un certain nombre de ces élites juives qu'elles seront peut-être plus en sécurité ailleurs, donc vont partir s'installer notamment et vont retrouver des réseaux et partir s'installer aux États-Unis, animer une opposition critique, je dirais, à l'Union soviétique pendant des années, de façon relativement modérée. On ne va pas trop taper sur l'Union soviétique en particulier parce que l'adversaire principal, c'est quand même l'hitlérisme pour ces gens-là. Et donc, logiquement, à cette époque-là, pour eux, l'hitlérisme est prioritaire, et donc on évite de s'en prendre trop au système stalinien. Mais à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'État fédéral américain s'est totalement transformé. Le système hitlérien n'existe plus, et donc le nouveau Hitler va devenir Staline, si je puis dire. Et donc, ces personnes vont globalement progressivement muter dans ce domaine-là. Vous avez raison de dire que la rupture, la vraie rupture, et donc à partir de cette, je dirais, fin de la Deuxième Guerre mondiale jusque dans les années 60,
fin des années 60, le travail est essentiellement un travail métapolitique. C'est organisation de colloques, de think tanks, lobbying pour... Des revues, du lobbying pour déjà des industries de l'armement. D'ailleurs, c'est très amusant quand vous regardez un certain nombre d'acteurs que vous regardez sur les studios, que vous voyez sur LCI régulièrement aujourd'hui pour vous parler de la guerre en Ukraine, regardez leur poste et regardez leur activité. Ces gens-là font de la promotion d'appareillage ou de technologie militaire à longueur de journée. Donc je suis à peu près persuadé qu'on a dans les gens qui actuellement font la promo de l'implication de la France dans la guerre en Ukraine, des gens qui font exactement ce que faisaient les néoconservateurs dans les années 50, 60, 70 même et après, c'est-à-dire du lobbying pour l'industrie de l'armement. Les porte-voix du complexe militaire-industriel. Voilà. Et donc effectivement, après la Révolution, la vraie rupture avec la gauche de ces intellectuels juifs, et là on parle d'intellectuels juifs, pourquoi ? Parce que c'est la revue Commentary, donc c'est la revue officielle de la communauté juive américaine qui va animer ce retournement de tendance dans l'opinion dans les milieux juifs américains. Et cette rupture va naître effectivement de la guerre des 6 jours. Pourquoi ? Parce que Israël se trouve en prise avec les pays arabes. Et ces pays arabes sont armés, certains en tout cas par l'Union soviétique. C'est le cas notamment de la Syrie, mais aussi le cas de l'Égypte. Et donc, la croissance d'Israël pendant la guerre des 6 jours, l'hégémonie d'Israël pendant la guerre des 6 jours va se heurter évidemment à cela. Et puis, il y a la guerre du Vietnam, qui va être la vraie rupture, aux États-Unis en tout cas. C'est ces deux événements internationaux qui vont précipiter la rupture entre ces anciens marxistes, trotskistes, devenus anti-staliniens, puis anti-bolcheviques, puis anti-soviétiques, et le reste de la gauche américaine, qui vit encore, je dirais, sur le logiciel un peu innocent, je dirais, du système américain. Système américain. Du welfare state. Voilà. De l'État-providence. Voilà. Et donc, la rupture, elle commence là. Elle commence vraiment à ce moment-là. Jusqu'à la présidence Reagan, où là, vous parlez de ruée vers l'État. Je vous cite de ruée vers l'État. Les néoconservateurs vont prendre le pouvoir quand Reagan accédera à la Maison-Blanche. Oui, c'est exactement ce qui se passe. Bon, à l'époque, on ne parle pas vraiment des néoconservateurs. Le terme n'est pas vraiment un terme populaire, connu, etc., etc. C'est un terme qui va venir s'installer plus tard, notamment sous Bush, où le grand public va entendre parler des néoconservateurs, des néocons. Donc c'est vraiment Bush qui va faire le retour après, Bush fils qui va faire revenir en quelque sorte les néoconservateurs encore plus loin dans l'appareil fédéral. Mais effectivement, c'est Reagan qui va, je dirais, leur donner la possibilité d'accéder, en effet, avec des élites qui sont remontées, travail de préparation d'élites qui était remonté à partir de l'université de Stanford notamment, etc. Il y a tout un tas de gens qui vont rentrer au troisième degré dans l'administration fédérale et qui vont progressivement effectivement trouver leur place, faire leur nid et prospérer. Oui, vous dites au niveau de sous-secrétaire d'État, pour être un peu précis, c'est ce que vous dites dans votre essai. Oui, c'est le troisième degré, ce qu'on appelle le troisième degré, c'est ça, c'est sous-secrétaire d'État au départ. Ce qui permet en effet d'avoir accès, ou en tout cas d'imposer des contrats avec, évidemment, ce que vous disiez à l'instant, le complexe militaro-industriel américain. Là, nous sommes dans les années 80. Alors, chose intéressante, on a le sentiment que quelque chose s'opère aussi en France. C'est ce que vous décrivez. Vous évoquez évidemment Bernard-Henri Lévy, René Glucksmann, Finkielkraut, Bernard Kouchner. Il y a quelque chose en France, un néoconservatisme qui commence à s'imposer aussi à la même époque. Oui, il y a effectivement le phénomène qu'on appelait nouveau philosophe, etc., mais qui s'articulait autour des tas de choses. C'était pas simplement les nouveaux philosophes, c'était aussi l'aventure des sacs de riz de Bernard Kouchner. C'était tout un climat en fait qui s'installait en France, où globalement s'installait une tendance qu'on avait du mal à identifier, qui n'avait pas encore nidifié politiquement, mais qui s'exprimait déjà médiatiquement. Humanitaire, sur le plan humanitaire, sur le plan médiatique, sur le plan philosophique, et cette nébuleuse, dont vous avez donné quelques éléments, on pourra en citer bien d'autres, Glucksmann, père, c'est le père, bien sûr. Voilà, Sormand, etc., etc. Donc c'est tout un écosystème qui se met en place là. Et ces gens-là arrivent dans un pays, la France, qui est un pays dans lequel la droite, puisque les néoconservateurs sont passés côté républicain avec Reagan, dans lequel la droite, en France, est essentiellement représentée par deux familles, une grosse famille gaulliste et une petite famille nationaliste. Le Front National a été créé quelques années auparavant. Jean-Marie Le Pen va faire un peu de régano-papisme quelque temps, mais pas très longtemps.
et va comprendre très vite que, quels que soient les tours de manche et les poignées de main qu'il pourra faire, il n'aura jamais le soutien de ces gens-là, durablement. Donc il va progressivement, je dirais, se détacher de cette logique régano-papiste, en revenir à une tradition plus nationaliste révolutionnaire, on va dire, dans les tendances, c'est-à-dire plus portée sur l'indépendance nationale, voilà, avec un point de vue qui est moins libéral et moins atlantiste que celui qu'il a eu pendant le début des années Reagan. Mais pour en revenir donc à cette nébuleuse en question, c'est une nébuleuse effectivement qui est très présente médiatiquement et qui, à l'époque, s'attaque aussi bien à la droite gaulliste qu'à la droite nationaliste. C'est un travail d'attaque féroce, à la fois contre la droite, ce qu'est la réalité de la droite en France, on va dire gaulliste, nationaliste, et contre le communisme, contre le parti communiste, qui pèse encore assez lourd à cette époque-là. On est à un parti qui est autour de 16-17% à l'époque encore. Donc, on a des gens qui se désignent un double adversaire, le parti communiste d'un côté et les droites gaulliennes. Voilà. Et donc, ces gens-là vont globalement nidifier dans le mitterrandisme. On peut le dire les choses comme ça. C'est-à-dire, vous allez trouver un certain nombre qui vont se retrouver dans l'environnement François Mitterrand, pas directement, mais indirectement, à partir de la rupture des années Fabius. La culture tapis va s'imposer aussi. Elle fait partie un peu de cette mise en ambiance générale de la population française. C'est l'époque où on parlait vous donnez les cours du CAC 40 sur les journaux télévisés tous les matins, comme si le français de base pouvait s'intéresser au CAC 40, mais à l'époque, on le faisait parce qu'il s'agissait précisément d'amener les gens à prendre en compte, en quelque sorte, Bref. Voilà comment, effectivement, cette mouvance s'est petit à petit imposée non seulement dans les médias, à grand renfort de moyens, d'argent, d'influence, etc., et comment elle s'est imposée ensuite politiquement, aussi bien à l'intérieur du Parti socialiste que des partis dits de droite, de droite gaulliste. On a vu ce qui allait devenir plus tard l'UMP, plus tard les Républicains, devenir petit à petit expurger leur rang de tous les vrais gaullistes, les gaullistes sérieux, on va dire, pour petit à petit devenir un parti de droite atlantiste, comme ceux qu'on retrouve un peu partout dans les pays anglo-saxons et dans d'autres parties de la France. Et évidemment, tout ça va culminer avec Nicolas Sarkozy, qui va être, lui, le pivot du passage, je dirais, là encore, de l'entrée en force de l'influence des néoconservateurs dans l'État français, avec des décisions dans tous les domaines qui ont contribué, qui étaient la manifestation évidente de l'influence des néoconservateurs sur l'État français, sur le pays, sur notre pays. Mais juste avant cela, en tout cas les néoconservateurs, canal historique, on a envie de dire, américain, ont revendiqué pendant tout leur développement le réalisme, en fait. Réalisme contre le communisme, réalisme contre le conservatisme américain traditionnel. Mais un demi-siècle après, donc au tournant de l'Irak, de l'Afghanistan, ils se sont pris le mur des réalités en face. C'est ce que vous dénoncez. Vous dénoncez cette espèce d'aventurisme à travers le Moyen-Orient. C'est ce manque de réalité qui signe peut-être la fin du néoconservatisme ? Il y a deux façons d'analyser ça. Soit on considère qu'ils se sont plantés, c'est-à-dire que la politique qu'ils proposaient n'était pas réaliste, et donc ils ont péché par manque de réalisme, première option. Deuxième option, c'est de partir du principe que le réalisme était ailleurs. Leur objectif n'était pas le renforcement des États-Unis, ou du moins, à partir d'un moment, n'était plus que secondairement le problème américain, mais était principalement la question israélienne. Toute la question, c'est de savoir quelles sont les intentions des réseaux néoconservateurs. On parle là d'une nébuleuse, d'une mouvance, avec des tendances aussi, avec des personnalités différentes, des débats à l'intérieur, parfois des débats semi-publics, qu'il a été parfois possible de suivre. Donc, c'est pas un bloc homogène non plus. Et puis, il y a eu cette nidification, cette division cellulaire des néoconservateurs à l'intérieur du Parti démocrate, qui a amené aussi l'apparition d'une tendance ou d'une sensibilité compatible avec les trilatéralistes, c'est-à-dire compatible... C'était ma prochaine question. Bon, pardon. Et donc, oui, on peut se poser la question de leur réalisme. Une chose est sûre, c'est que leur logiciel, au départ, se veut être plus réaliste, plus straussien de ce point de vue-là, plus schmittien dans leur conception de l'État, dans leur plus machiavélien aussi, plus proche des idées réalistes sur ce qu'est l'État, sur ce qu'est l'homme, sur ce qu'est la politique, moins idéaliste. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement,
on peut les considérer comme des réalistes. Du point de vue des résultats obtenus, ça se discute, évidemment, puisque c'est une catastrophe générale, mais c'est pas une catastrophe pour tout le monde. C'est la question. Si on juge des effets pour l'Irak de la politique des néoconservateurs, on peut se dire que c'est une catastrophe. Si on en juge pour Israël, on peut considérer que c'est pas forcément une mauvaise option. On peut considérer que l'arrivée de HTC à la tête d'HTS, pardon, à la tête de la Syrie récemment. Oui, c'est vrai que ça c'est une victoire minorée, semble-t-il, de l'État profond américain. C'est une victoire minorée de l'État profond américain, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Qu'est-ce que leur permettra demain ce retournement, cette victoire de ces groupes en Syrie? Ça reste à voir, on va dire. N'évaluons pas le réalisme des néoconservateurs aux résultats négatifs obtenus, parce que ces résultats ne sont pas négatifs pour tout le monde. J'entends, je comprends bien. Vous avez évoqué justement la distinction, le fait que les réseaux néoconservateurs, la mouvance néoconservatrice n'était pas nécessairement uniforme, et il y a cette interrogation trilatéraliste. Enfin, vous employez cet adjectif. La trilatérale étant évidemment un réseau d'hommes d'affaires, de gouvernants, de très hauts hommes d'affaires, etc. Vous dites qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes ambitions, les mêmes intentions, les mêmes objectifs que les néoconservateurs, et pourtant eux aussi occupent les plus hauts postes au sein de l'État profond américain. Oui, si on voulait être très simpliste, on pourrait dire qu'il y a une lutte d'influence entre trilatéralistes et néoconservateurs au sein des institutions américaines depuis longtemps. Bon, les trilatéralistes, il y a toujours pareil, si on essaie d'être très 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 simple. Les trilatéralistes, ce sont globalement les transnationales pro-mondialisation. George Soros ? Non, Soros, lui, c'est un pirate de la City, c'est un petit peu différent. Je dirais non. Là, on parle de gens qui, les gens qui soutenaient Fillon, par exemple, au départ, ce fameux grand assureur, PDG d'AXA, etc. Tous ces gens-là sont des trilatéralistes. Ce sont des gens qui sont globalement favorables à la mondialisation de l'économie, qui ont placé leurs usines de production, qui ont fait de la Chine la manufacture du monde, etc., etc. Bon, tous ces gens-là, ce complexe de grosses entreprises mondiales, ne sont pas des néocons, ne sont pas des fous furieux de la gâchette, n'ont pas envie d'allumer des conflits au Proche-Orient. Globalement, ce qui les intéresse, c'est que le commerce fonctionne et que, je dirais, le monde entier se convertisse, je dirais, au principe de l'occidentalisation définie par Fukuyama, c'est-à-dire économie de marché, démocratie parlementaire. Bon. Et la fin de l'homme. Et accessoirement, pour l'homme, on verra ce qu'il en est. Donc, ces trilatéralistes sont plutôt pas des fous de guerre, sont plutôt pas des chiens de guerre, sont relativement rationnels, au moins en tout cas dans la recherche de leurs intérêts, et sont liés plutôt à des réseaux francs-maçons aux États-Unis. C'était le cas type de Carter, par exemple. On peut dire qu'Obama était plutôt trilatéraliste aussi, initialement, en tout cas plutôt issu de cette matrice-là. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que, évidemment, si ces deux camps s'opposent à l'intérieur de l'État fédéral américain, il y a beaucoup d'autres petits acteurs, il y a beaucoup de nuances à l'intérieur de ces camps. En Europe, on a typiquement un État, une opposition entre les trilatéralistes, c'est-à-dire les mondialisateurs, ceux qui sont favorables à des traités d'ouverture, de machin, etc., qui sont favorables à la dérégulation, qui sont favorables à la mondialisation de l'économie, qui ont accompagné la désindustrialisation, etc., alors que les néocons sont plutôt, je dirais, des conservateurs. On parle de NatCon aujourd'hui, nationaux conservateurs. Petite nuance dont on pourrait parler un de ces jours. Et eux sont plutôt réindustrialisateurs, militaristes, favorables à la guerre contre la Russie, évidemment favorables au soutien conditionnel à l'égard d'Israël, etc., etc. Donc, il y a des nuances, mais une chose est sûre, c'est que les trilatéralistes font la guerre à leur propre population, globalement, par la mondialisation, ils contribuent à l'effondrement économique, à des prises de décision favorables à leurs intérêts au niveau mondial, mais parfois très défavorables, et souvent très défavorables aux intérêts des populations à l'intérieur de leur nation. Les populations attendent de la protection de la part de leur État national. Donc ces gens-là sont globalement plutôt des fédéralistes, plutôt Macron, si vous voulez. Et puis, il y a les néocons qui, eux, aujourd'hui, de plus en plus souvent, prennent appui sur non seulement la droite, mais la droite dure, et cherchent globalement à obtenir un basculement de paradigme, un changement de désignation de menace, et s'opposent d'une certaine façon aux fédéralistes, aux mondialistes, dans cette guerre. Macron essaie de faire la synthèse entre les deux.
Quand Macron vous parle de... Vous dites que c'est une synthèse et pas un basculement, parce que là, c'est devenu évident avec la guerre en Ukraine. On a l'impression que le langage belliciste est sur toutes les bouches dans l'Union européenne, à Bruxelles, dans les couloirs des institutions européennes. Et ça, c'est quelque chose qui était totalement inconcevable il y a encore 5 ans. Vous pensez qu'il y a une synthèse plutôt qu'un basculement ? Oui, je pense qu'il y a une synthèse, parce que globalement, c'est, je dirais, les trilatéralistes atlantistes et fédéralistes, et les néocons se retrouvent sur un point qui est fondamental en méta, c'est la nécessité d'une polarité contre la Russie et contre la Chine. Voilà. Et globalement, c'est ça. Et globalement, dans le programme néoconservateur, on veut que l'Europe soit en guerre contre la Russie, qui est le plus grand pays européen par sa population, son économie maintenant, etc. Et on veut que les États-Unis se donnent les moyens d'une guerre de leadership contre la Chine à espace de 20 ans à peu près. Donc il peut y avoir des alliances, ou il peut y avoir des convergences d'intérêts entre ces réseaux, c'est tout à fait évident, et on peut d'ailleurs voir un certain nombre d'acteurs politiques, typiquement c'est le cas d'Emmanuel Macron, mais c'est le cas d'autres, de ce qui s'est passé aux Pays-Bas récemment, hein, où vous avez des majorités qui essaient de se constituer, mêlant globalement des personnalités ou des sensibilités néocons, donc en gros pro-guerre, etc., et simultanément atlantistes. Pourquoi est-ce que c'est possible ? Pourquoi cette fusion entre ces deux logiques est possible ? Parce que pour les trilatéralistes, pour les occidentalistes, on va dire, pour les mondialistes, des constructions, etc., pour ces gens-là, la construction de l'Union européenne et l'effacement du stade national, c'est-à-dire les ultimes transferts de souveraineté des États-nations, et en particulier en France, de l'État-nation de France vers l'Union européenne et vers l'OTAN, c'est la question de la défense, la question de l'arme atomique, du nucléaire, et la question de la défense. Pour créer, pour permettre et faciliter ce transfert de souveraineté, pour obtenir ce transfert de souveraineté, et accessoirement pour créer un stress qui peut leur être utile sur le plan des rapports de force en termes de politique intérieure, maintenant aujourd'hui je crois que c'est un peu mort pour eux de ce côté-là, la guerre en Ukraine et le stress qu'il leur faut. C'est au nom de la guerre en Ukraine qu'on cherche à précipiter un agenda d'intégration européenne de la défense qui, on va dire, va compléter le dispositif de dépossession, de vidage complet de la souveraineté nationale française au profit de l'Union européenne. L'Union européenne se constitue en État fédéral européen. Et je crois que ça, c'est le programme d'Emmanuel Macron. Et on peut dire que, de ce point de vue-là, les mondialistes, des constructeurs et les néocons, il y a une convergence d'intérêts. Les néocons veulent la guerre contre la Russie. Les mondialistes ne veulent pas forcément la guerre contre la Russie, mais trouvent très utile que cette guerre continue, parce que globalement, elle va leur permettre de justifier les transferts de souveraineté vers l'Europe et des décisions aussi sécuritaires ou de surveillance intérieure qui vont leur permettre de juguler leurs oppositions. Et quand, c'est une vieille règle de l'histoire, quand de nombreux acteurs ont intérêt à ce que quelque chose arrive, alors cette chose finit par arriver. Une convergence donc d'intérêts. Souvent, ce qui se passe dans le vieux monde, en Europe, en France, est en décalage. Nous disons souvent 20 ans de retard sur les États-Unis. Il y a un phénomène qui semble se dessiner aux États-Unis. Je l'ai évoqué dans l'introduction et il me fallait absolument vous l'évoquer aujourd'hui, Laurent Ozon. C'est un basculement au sein de la droite américaine à la suite de l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk. Il semble y avoir un divorce grandissant entre la droite américaine et l'État hébreu, et cela peut-être aura des incidences considérables sur l'État profond et la politique de l'État profond américain. Alors pour que tout soit clair, je vous propose un résumé de cette affaire, Laurent Ozon. La mort de Charlie Kirk a déclenché une guerre contre Israël au sein de la droite américaine. Au cœur de la lutte, le revirement de Kirk à l'égard de l'État hébreu, celui-ci ayant peu à peu abandonné la défense d'Israël pour une critique de son influence écrasante à Washington. Une évolution analogue à celle des vedettes conservatrices Tucker Carlson, Candace Owens ou encore Megyn Kelly. Selon plusieurs sources concordantes, Charlie Kirk aurait refusé peu de temps avant son assassinat des dons de milliardaires liés à Israël, les sommes variant entre 2 et 150 millions de dollars.
Alors certains au sein de la base MAGA ont affirmé l'impensable. Netanyahou aurait fait assassiner Kirk. À 2 reprises, le Premier ministre israélien s'est exprimé en vidéo pour qualifier ces accusations de mensonges monstrueux. Ironie de l'histoire, dans une lettre dévoilée le 29 septembre par le New York Post, Charlie Kirk aurait prévenu le Premier ministre israélien en mai dernier. Selon l'Américain, un tremblement de terre se préparait aux États-Unis sur la question du soutien à Israël. En cause, les intérêts de l'État hébreu seraient de plus en plus perçus comme divergents de ceux de l'Amérique. Alors selon les études récentes, à savoir du 3 octobre dernier, selon le Pew Research Center, 59% des Américains ont une opinion défavorable du gouvernement israélien actuel, bien sûr celui de Benjamin Netanyahou, mais c'est en progression, plus 8% en un an. Plus précisément, 55% des républicains ont une opinion positive du gouvernement israélien, 55%. Donc c'est encore la majorité, mais ça commence à se fragiliser, contre évidemment 18% des démocrates. Alors là, évidemment, c'est quasi unanimement contre Israël. Alors, vous l'évoquez dans votre essai, vous l'avez dit à l'instant, les néoconservateurs sont de moins en moins influents à Washington. Mais là, avec cette affaire non seulement de Charlie Kirk, mais plus généralement de critiques contre Israël, cela va plus loin. Il semblerait se dessiner un basculement. Croyez-vous en cette possibilité, Laurent Ozon ? Alors, un des attendus de votre question, c'est les néoconservateurs sont de moins en moins influents aux États-Unis. C'est pas sûr. Ce qu'on pense, ce qu'on a pensé, c'est qu'effectivement le retour de Trump était un retour à, je dirais, une politique d'intérêt national, donc cherchant à prioriser les intérêts nationaux américains dans une vision moins impérialiste, moins aventuriste, moins guerrière, et plus tournée vers la reconstruction, je dirais, de la concorde intérieure, de la santé intérieure de la population, etc., etc. Bon, on va dire que la dynamique qui a poussé Trump au pouvoir n'est pas une dynamique néoconservatrice, c'est l'inverse, c'est plutôt une dynamique, on va drainer le marais, on va se dégager des élites qui nous entraînent dans des aventures épouvantables. C'est une guerre contre les trilatéralistes, c'est-à-dire contre les mondialisateurs, et en même temps, une mise à distance, en tout cas dans les programmes initiaux, une volonté de mise à distance à l'égard des aventuriers, des gens qui, globalement, ont entraîné l'Amérique dans des conflits qui n'étaient pas de son intérêt. Ça, c'est la raison de l'élection de Donald Trump. Évidemment, Donald Trump se retrouve à l'intérieur de l'État fédéral, à nouveau aux prises avec ces mêmes forces-là, qui n'ont donc pas totalement perdu de leur présence et de leur vivacité, y compris à l'intérieur de sa propre administration, puisqu'il est obligé de composer avec eux, et de l'influence des néoconservateurs, durable des néoconservateurs, sur la classe politique américaine, dont il a quand même besoin pour continuer à présider les États-Unis efficacement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a un basculement qui est en train de s'opérer dans l'opinion publique américaine, mais pas que dans l'opinion publique américaine, dans l'ensemble de l'opinion publique mondiale, aussi bien en France, en Europe, aux États-Unis. Là où c'est lourd aux États-Unis, c'est que le camp qui est historiquement inconditionnellement pro-israélien, quand je dis inconditionnellement, c'est on ne peut pas être plus inconditionnel qu'un vieux républicain en faveur d'Israël. Et ça, c'est le résultat du travail des néoconservateurs, un travail qui dure depuis 40-50 ans, donc c'est le produit de avec ce discours sur la civilisation judéo-chrétienne, machin, etc., qui est un boulot qui a été fait pour préparer les esprits. Voilà. Qu'on voit commencer à arriver dans le vocabulaire en France, notamment au travers regardez la couverture du dernier livre d'Éric Zemmour, vous allez comprendre, on est typiquement là dans un narratif de type néoconservateur avec 30 ans de retard, si je puis dire. Et donc, Donald Trump, globalement, s'est fait lire contre ça, et une fois de plus, je dirais parce que c'est son deuxième mandat, se retrouve aux prises avec des gens qui veulent lui faire faire des trucs qui, globalement, ne correspondent pas aux engagements qu'il a pris avec son... Voilà. Or, le mouvement MAGA, c'est un mouvement d'influence beaucoup plus diversifié, beaucoup plus autonome, avec des personnalités beaucoup plus autonomes. Et évidemment, avant la mort de Charlie Kirk, il y avait déjà des grosses... on voit des gens comme Marjorie Taylor Greene, des figures importantes du mouvement MAGA, ont déjà à plusieurs reprises manifesté leur rappelant à Donald Trump publiquement que les Américains attendaient qu'on s'occupe d'eux, attendaient qu'on arrête de dépenser l'argent et les vies des boys pour des conflits qui ne servaient pas leurs intérêts, etc., etc.
et évidemment la mort de Charlie Kirk, qui a été un catalyseur de la colère, en quelque sorte, d'une partie des républicains, mais ce qui est très intéressant, des indépendants et des républicains, parce que Trump n'a pas été élu que par les républicains, il a été aussi élu par une grosse masse d'indépendants, ceux peut-être à qui Elon Musk va s'adresser avec un troisième parti bientôt. Et donc, des libéraux, ce qu'on appelle les gens proches de... Voilà. Et donc, ces gens-là donner crédit à Trump d'une volonté de recentrage, de care pour la population américaine, pour ses soins, pour sa santé, pour son travail, pour son industrie, pour ses conditions de vie. Il faut voir que les conditions de vie de la population sont effroyablement dégradées. Vous avez des millions de personnes qui vivent dans leur bagnole ou dans leur camping-car aux États-Unis. Je ne sais plus combien de millions de personnes qui vivent de tickets de repas pour s'alimenter. Enfin, on le voit pas. On voit toujours la vitrine et la façade. C'est un peu comme le système de santé américain. Vous regardez Dr House et vous vous dites fantastique. Il n'y a que des gens brillants qui soignent des problèmes hyper machin avec des moyens techniques absolument faramineux. La réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas payer leurs frais d'hôpitaux. La réalité, c'est que les gens crèvent de maladies parce qu'ils sont même pas capables de payer leurs frais d'hospitalisation. Voilà. Et donc, tout le système est comme ça. Les Américains, c'est une gigantesque publicité, mais derrière, je dirais, le décor se fissure déjà depuis longtemps, et pour les Américains, c'est du lourd. Et donc, cette attente des Américains est à nouveau, une fois de plus, trompée. On sent que Trump piétine, et donc la base MAGA est en train de s'énerver, de s'agacer, et s'agace en particulier contre, typiquement, l'omniprésence de la question israélienne. Et cette omniprésence qui se manifeste en plus, alors, une fois de plus, à un moment où la politique israélienne est de plus en plus difficile à soutenir, objectivement. Même pour Alain Finkielkraut, qui est, on ne peut pas dire que ce soit un opposant à la politique israélienne, Alain Finkielkraut, même pour Alain Finkielkraut... Oui, la semaine passée, il a été un peu gêné. Voilà, il est plus que gêné et s'est déclaré favorable, effectivement, à ce que ça s'arrête, etc., etc., etc. Donc, même dans la communauté juive américaine, même dans la communauté juive libérale, je dirais, européenne, le ras-le-bol est clair. Donc on peut comprendre que pour ceux qui ne le sont pas, qui n'appartiennent pas à cette communauté, et qui cherchent, les Américains qui cherchent à ce qu'on s'occupe d'eux, cette obsession à défendre coûte que coûte, à tout point de vue, et aussi bien financièrement que médiatiquement, de la part de toute la classe politique américaine, à défendre inconditionnellement Israël, et même quand la politique d'Israël est absolument indéfendable, crée une colère. Et évidemment, vous avez raison de dire que si cette colère va à son terme, et elle vient de loin, elle vient de très très loin, elle va produire effectivement un séisme. Parce que le soutien, la base de soutien d'Israël aux États-Unis, c'est le camp républicain. Les démocrates, c'est perdu pour eux. C'est le camp républicain aujourd'hui. Et c'est dans cette base-là qu'ils peuvent encore espérer bénéficier demain d'une politique favorable de la part de la première puissance mondiale. Que se passera-t-il si demain, un nouveau candidat, plus attentif aux souhaits des Américains, ou en tout cas souhaitant se faire élire, prend des décisions et affranchit la politique américaine de celle de l'État israélien. Qu'est-ce qui va se passer pour l'État israélien ? On sait que ce serait un basculement énorme, ça serait un changement d'orientation absolument énorme, et donc cela mettrait Israël dans une position totalement différente de celle qu'elle a aujourd'hui, et qui ne lui permettrait peut-être plus de pouvoir organiser des bombardements de tous ses voisins mois après mois. Donc effectivement, pour la politique américaine, pour la géopolitique internationale, c'est en train de changer. Et ce qui est très curieux et, je dirais, d'une certaine façon très amusant, c'est de voir la droite atlantiste américaine, française, c'est-à-dire la droite occidentaliste française, commencer à faire du néoconservatisme soft, voire dur, au moment précisément où les néocons sont en train de perdre pied. Avec 25 ans de retard. Ouais, avec 25 ans de retard aux États-Unis. Ça me laisse pantois. Ça montre bien une chose, ça traduit bien une chose, c'est que les néocons ont trouvé un autre endroit d'où poursuivre d'une certaine façon leur combat. Et cet endroit, c'est l'Europe. C'est aussi bien l'intérieur de l'Union européenne, avec un réseau extrêmement construit, c'est un appui sur la droite, la plupart des partis de droite européens, y compris des partis d'extrême droite européens. J'utilise extrême droite pour usage courant, on va dire. Par convention. Par convention, voilà, uniquement par convention. Et aujourd'hui, vous avez un soutien inconditionnel et sans faille d'un parti comme, par exemple, le Rassemblement national avec Jordan Bardella ou Marine Le Pen,
à une politique qui, même chez les plus féroces conservateurs américains, Et de moins en moins concevable. et voilà, est pas défendue. Donc, ça va pas durer longtemps. Je veux dire, si effectivement ça bascule aux États-Unis, il y a un moment où ça va se voir en Europe. Une chose est sûre, c'est que l'Europe aujourd'hui est le dernier bastion solide des néoconservateurs, et elle l'est d'autant plus qu'il y a effectivement une alliance tactique dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les trilatéralistes sur la nécessité de dépouiller les États-nations européens de leur souveraineté pour les faire mener une guerre durable et persistante contre la Russie. Contre la Russie. Et donc, les néoconservateurs poursuivent leur combat en Europe. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Laurent Zon, merci beaucoup d'avoir répondu présent Merci à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous avez publié Les néoconservateurs, une élite impériale aux éditions Géopolitique Profonde. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Choc du Monde. Surtout, n'oubliez pas de le commenter et de le partager. Merci à tous et bonne soirée.